il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait être tourner comme ça. Et salut les amis, on est de retour avec mon ami El Gringo. Comment il va mon frérot? Ça va. En forme, impatient d'être à demain et de retrouver le Vélodrome. Ah, Naïm, là, un choc au Vélodrome. À la base, c'était un choc au M Saint-Etienne. Il faut se rendre compte quand même, c'est quasiment les plus beaux palmarès en Europe déjà pour les clubs français. Saint-Etienne fait partie quand même à une épopée incroyable. Et notre Olympique de Marseille, Naïm, on a hâte de voir un petit peu toutes ces recrues jouer au Vélodrome. Stade à guichet fermé demain. On a envie de spectacle, là. Moi, j'ai envie de spectacle pour demain. Oui, clairement. Je pense que Saint-Etienne et Marseille, c'est les deux épopées les plus marquantes de l'histoire du foot français. Donc, nous, on n'a pas connu celle des Verts des années 70, mais apparemment, ça a vraiment marqué les esprits. Puis bon, par contre, celle des années 90, on le sait avec la finalité. Donc, tu as raison. Et du spectacle, écoute, tu sais, on a débuté beaucoup d'émissions en se disant que ça allait commencer comme d'habitude, un bloc bas, adversaire regroupé. Et on a peut-être un petit espoir que ce soit différent pour ce match-là. Fini la Ligue 1 RATP, Naïm. Est-ce qu'on va avoir droit à un match au Vélodrome ouvert? Alors, pour vite démarrer rapidement, on va rentrer dans le cœur du sujet, Naïm. Je remets juste en tête la compo. Le dernier match entre l'OM et Saint-Etienne, c'était soldé par un 4-0 avec une domination incroyable Marseille. Je crois qu'on avait, Naïm, on le voit ici, 80% de possession, 21 tirs à la cage. Et avec un 11 de départ, il y avait Geoffrey Kondogbia derrière. Il y aura probablement le même. Il y aura peut-être des changements. On va en parler ça. On a la partie, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la partie l'heure des choix pour Roberto De Zerbi, Naïm. On est vraiment à l'heure des choix. On se pose la question comment Roberto De Zerbi va animer face à cette équipe stéphanoise. Mais avant tout ça, Naïm, on avait observé Saint-Etienne il y a quelques mois en arrière. Ça n'a strictement plus rien à voir. Oui, clairement. Ceux qui n'ont plus vu jouer Saint-Etienne depuis notre victoire en Coupe de France risquent d'être très, très surpris. C'était notre match le plus abouti, je pense. Clairement, il a été maîtrisé de A à Z. Bon, il y a eu l'enchaînement exclusion et but dans la foulée qui a sûrement tué tout suspense, mais vraiment, sûrement notre plus gros match face à une équipe qui a proposé ce que propose tout le monde, bloc bas, tenter de défendre, jouer les contres, et ça n'a pas fonctionné. Mais depuis, il y a eu un changement d'entraîneur. Et il y a eu clairement une évolution du style de jeu de l'AS Saint-Etienne. Et le meilleur exemple qu'on puisse prendre, c'est le match au Parc des Princes. Donc, s'il y a bien un match dans l'année où toutes les équipes de France ont une raison de jouer bloc bas. Autobus, RATP. Exactement. Écoute, c'est clairement pas ce qu'on voit sur cet écran. Regarde où est placée la ligne de 4 des défenseurs stéphanois. On est à la première minute de jeu, donc d'entrée, ils ont imposé leur style. Ils sont hauts. Tous les Parisiens sont dans leur camp à défendre. La ligne stéphanoise est vraiment très, très haute sur le terrain. Et en fait, ils ont une particularité. Et ça, c'est pour être transparent avec nos auditeurs, c'est quelque chose qu'on a remarqué pendant notre analyse. Et toi, tu as eu la chance de parler avec un suiveur stéphanois qui, en parallèle, a dit exactement la même chose. Alors là, trait pour trait, il nous a sorti exactement Euro de Peuple Vert. On l'embrasse encore une fois. Il m'a fait une interview par rapport au ressenti côté marseillais pour cet avant-match. Et je lui dis, moi, je lui pose la question. Je dis, comment tu vois ton nouveau Saint-Etienne avec Hollande, avec cet entraîneur venu de nulle part et qui imprime un style de jeu totalement à l'opposé de ce qu'il y avait avec Deloglio. Et ouais, quand tu le vois sur le terrain, tu as l'impression qu'ils sont dans un 4-4 de losange. Donc avec les deux attaquants qui vont presser les défenseurs parisiens. Mais alors qu'en réalité, non, Saint-Etienne joue en 4-3-3. Et la particularité de ce système-là, c'est que le joueur qu'on voit là au milieu sur Fabien Ruiz, donc qui est à ce moment-là du match, le joueur qui pourrait décrocher pour proposer une solution, c'est Stassin, c'est l'avant-centre. Ouais, c'est l'avant-centre stéphanois qui bloque cette relance plein axe, tandis que les ailiers, eux, vont empêcher la relance des centraux parisiens. Donc on peut imaginer, Naïm, là-dessus, sur ce schéma-là, on peut imaginer Stassin sur Benasser et les deux offensifs aller presser Murillo et Balerdi. Par exemple.
par exemple, ou Cornelius, c'est vrai que ça dépendra. Ce Ouais, sera sûrement Balerdi Cornelius, et je pense. Balerdi et Murillo si c'est d'un côté, et Balerdi et l'autre joueur si c'est de l'autre. Mais voilà, on voit là, regarde, cette fois, je crois que c'est Kanguingi qui a décroché très bas. Stassin le suit complètement et ça reforme vraiment leur ligne de 3 d'attaque. Et le but de tout ça, c'est de faire exactement ce qu'a fait Lee, c'est de jouer sur les côtés où les joueurs parisiens, les joueurs stéphanois peuvent aller presser plus facilement les Parisiens et les enfermer le long ligne de touche. Tu vois qu'ils sont très proches, ils ne sont pas dans une zone de confort pour construire. Et cette action, typiquement, elle va entraîner une passe hasardeuse en retrait qui va être interceptée par Saint-Etienne et qui va donner une énorme occasion. Ça fait 5 minutes de jeu, il y a 0-0. Et il y a un 2 contre 1 énorme à jouer. Cette action va être très, très mal jouée par Tassin qui ne va pas jouer ce décalage que je t'ai mis en pointillé. Il va garder le ballon, il va le perdre assez bêtement, alors que ça aurait donné une énorme occasion pour Saint-Etienne d'ouvrir le score. Et là, tu le vois, on est 10e minute, regarde encore comme les Stéphanois sont hauts, regarde comme les Parisiens sont acculés dans leur 25. C'est incroyable. C'est incroyable le changement, Naïm. Comment un entraîneur peut avoir un impact aussi incroyable en si peu de temps sur un effectif qui était totalement aux abois. Il faut quand même se souvenir. Naïm, on a une stat qui est incroyable. Saint-Etienne-Nantes, 76% de possession de balle pour Saint-Etienne. Exactement, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une équipe qui joue. Il a inculqué ses principes très très rapidement. Et tu vois que là, il y a 2-0, 37e. Ils vont quand même continuer à monter, à presser. Malheureusement pour eux, la fatigue faisant, tu vois que Dadiashvili est très loin, ne presse plus aussi haut qu'il le faisait au tout début. Mais oui, les principes de jeu qu'il a sont aux antipodes de ce qui a été fait par son prédécesseur. Et j'ai envie de te dire que franchement, honnêtement, c'est très rafraîchissant ce que propose Saint-Etienne. Ils ont perdu au Parc des Princes. Mais ils ont perdu, franchement, avec les honneurs, en faisant un très bon match et en les gênant énormément. Et comme tu as vu, l'action qu'a raté Stassin là d'entrée, ils auraient pu mener. Stassin. ils auraient pu mener au bout de 5 minutes 1-0 au Parc des Princes. Ouais, mais ce qui est important en plus, Naïm, de préciser, c'est que ce que nous disait Romain, c'est que Saint-Etienne veut mourir avec ses idées. Il m'a dit on préfère descendre en Ligue 2 avec ce profil-là, avec ce style de jeu-là, que de rester en Ligue 1 et de tenter de faire ce que faisait Dalloglio. Donc il y a vraiment un projet de jeu que souhaitent mettre en place les Verts. Et moi, Naïm, j'ai une seule hâte, c'est de voir ça au Vélodrome. Parce que est-ce qu'ils vont venir nous presser fort et essayer de contrecarrer ce fameux football de possession tant critiqué par notre ami Christophe Dugarry, on t'embrasse. Si tu as vu ta vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo, les gars, sur Christophe Dugarry. J'ai vu que vous êtes bien amusés avec. On essaiera de faire des formats comme ça avec Naïm de temps en temps, histoire de remettre un peu l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du quartier. Mais bon, en tout cas, Naïm, alors maintenant, comment leur faire mal? C'est le défaut de leur style de jeu. C'est que ils laissent énormément d'espace dans leur dos. On a vu qu'ils jouaient très très haut. Et face à des adversaires qui vont être capables de sortir du pressing, comme c'est le cas sur cette action parisienne, qui partait en plus d'une bonne action stéphanoise à la base. Mais voilà, ils arrivent à sortir du pressing et regardent de suite l'espace qui se crée. Pour un joueur aussi rapide que Barco, c'est très très dangereux. Et là, côté parisien, on a pris un autre choix. On est rentré intérieur pour aller chercher Dembélé de l'autre côté. Et là, c'est encore plus flagrant. L'espace est immense pour un joueur qui est un des plus dangereux à un contre 1. C'est très risqué de faire ce système-là contre le Paris Saint-Germain. Vraiment de laisser du 1 contre 1. C'est un peu… Tu vas au suicide. Hein. Oui, mais comme il disait Walid Acharchour pendant qu'il commentait ce match, c'est de toute façon, la plupart des équipes qui viennent jouer bloc bas, elles perdent à la fin. Donc, autant essayer de jouer. C'est vrai que voilà, c'est clairement, ça laisse des gros espaces. On le voit là sur cette action de Dembélé, tu vois la distance énorme quand il touche le ballon avec le défenseur, ça lui laisse vraiment beaucoup de champ. Et là c'est exactement le même style, c'est-à-dire que c'est une récupération parisienne après une très bonne phase de construction stéphanoise. Mais du coup, ils mettent un peu du temps à se repositionner et ça laisse, ils sont un peu déstabilisés. Ça laisse le temps de trouver Kanguingi un peu seul, Dembélé un peu seul. Romain aussi, Naïm. Romain disait, ce qui nous fait peur, c'est que physiquement, on n'arrive pas à tenir ce que demande le coach, parce que les joueurs ne sont pas assez forts athlétiquement pour essayer d'imprégner ce pressing pendant 90 minutes et de mettre autant d'intensité. C'est le problème des plus petites équipes. Oui, c'est sûr, c'est exigeant et là, surtout, ça laisse vraiment beaucoup d'espace. Comme Dembélé qui touche le ballon dans ces conditions, qui tout le long de son action a au moins 2, 3, 4 mètres de son défenseur. Il peut rentrer facilement à l'intérieur et finir, et c'est comme ça qu'ils vont ouvrir le score.
C'est dangereux quand il y a des ailiers très rapides. Là, pareil, encore une fois, et pourtant, c'est encore une très bonne construction stéphanoise à la base et qui sort d'une belle sortie de balle de l'arrière. Et sauf que la récupération, Nuno Mendes a énormément de chance dans lui. Il va prendre ce champ-là. La ligne stéphanoise reste assez haute. Bon appel au bon moment, bonne passe au bon moment. On voit cet espace dans le dos et Barcola qui va être parfaitement trouvé. La vitesse de Barcola fait qu'il va se retrouver tout seul devant le gardien. Il va rater son face-à-face. Mais comme je disais, pour moi, ça fait partie du jeu. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant ce qu'ils font. S'ils ont un peu plus de réalisme offensif, ils mènent au score contre Paris, il faut le noter quand même. C'est bien sûr que ça fait peur, ça, Naïm, parce que nous, cette année, quand on s'est fait réellement presser par des équipes qui ont osé tenter, je repense un peu au match contre Strasbourg, le match chez eux, à l'aller, pas au retour. Je repense à Paris, qui est venu nous presser très, très fort. Il y a eu plein d'événements pendant le match, mais on n'est pas totalement à l'aise quand on se fait vraiment titiller, parce on va en parler de la compo après, Naïm, parce qu'on a 2-3 joueurs qui ne sont pas assez forts techniquement pour jouer sous pression. Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu à risque, on vient de le montrer, ce que fait Saint-Etienne, mais au final, est-ce qu'ils ont moins de chances de faire un résultat au Vélodrome comme ça qu'en restant bloc bas? J'en suis pas certain. Ils y croient en tout cas, Naïm, ils y croient. Hein. Ils y croient vraiment, les Stéphanois. Ils ont raison. Ce qui est sûr, c'est que s'ils viennent jouer comme ça, le match est incroyablement plaisant à voir. Ils ont, de mon point de vue, en jouant comme ça, ils n'ont pas plus ou moins de chances de gagner ou de perdre. Ça va se jouer à leur efficacité. Par contre, oui, ils ont moins de chances de se prendre un gros score. Ils ont plus de chances, de se prendre un gros score si ça passe mal pour eux. Ça, c'est vrai. Qu'en restant bloc bas, en cassant le rythme, en faisant ce qu'a fait Angers. Bon, mais encore une fois, Angers, si Merlin marque à la 25e minute, peut-être qu'ils prennent 3 ou 4-0. Le Havre et Montpellier avaient exactement les mêmes plans de jeu qu'Angers. On a marqué rapidement, on en a mis 5. Mais tu vois, en tout cas, ça va être une belle opposition c'est même pas des oppositions de style, parce que c'est deux coachs qui veulent la balle. C'est-à-dire que même quand Saint-Etienne perd contre Rennes, il a 55% de possession de balle. Il perd contre Lille, après un carton rouge, il y a une énorme occasion ratée, il peut y avoir 2-0 pour Saint-Etienne au bout de la première mi-temps. Ils ont fait un très bon match à Lille. Hein. Ils perdent 4-1, c'est très trompeur. Et en fait, il y a deux paramètres qui se ressemblent énormément dans ce que veulent les deux coachs. C'est effectivement maîtriser le ballon, ne pas être dépendant d'une récupération. C'est vraiment vouloir construire leurs actions et presser haut. Les deux coachs veulent presser haut. Donc, quand les deux coachs veulent presser haut, en général, les deux équipes ne peuvent pas le faire. Donc, on va voir qui va avoir l'ascendant là-dessus. Maintenant, il faut quand même noter quelque chose. C'est que, oui, on fait des éloges de Saint-Etienne parce que je trouve que c'est vraiment très ambitieux. Exactement, c'est rafraîchissant, c'est ambitieux et c'est beau d'essayer d'imposer ses idées de cette manière. Mais bon, la réalité, c'est que les joueurs de Saint-Etienne ne sont pas les joueurs de l'OM et que ça manque énormément de talent. En fait, vraiment, le joueur qui illustre le plus ça, c'est Stassin. Alors, j'espère vraiment ne pas nous porter la guigne en disant ça. Non, mais c'est vrai, j'espère ne pas être chat noir parce qu'il a mis un but extraordinaire contre Reims. Mais tous ces autres matchs, pour moi, ont été, je ne vais pas dire catastrophiques, mais vraiment très, très compliqués. Je lui trouve quand même assez peu de qualité pour un attaquant qui a été, comme tu dis, payé très, très cher. Et en fait, voilà, il manque, c'est une équipe qui manque énormément de qualité offensive, qui manque aussi globalement, contrairement à ce qu'on voit beaucoup en Ligue 1, de qualité athlétique. Je veux dire, ils ont il manque Apia. Qui est sûrement le défenseur le plus rapide. Donc ils vont perdre en vitesse derrière. Mais Naïm, en tout cas, ils essayent de jouer au ballon. Il y a un dernier point, c'est les sorties de balles stéphanois. Je te précise, Naïm, que Saint-Etienne a fait match nul à Auxerre avec 65% de possession de balle à Auxerre. Hein. Ouais, c'est comme on le voit là encore, c'est encore une fois, c'est contre Paris. Et là, on sait que Paris, au début de match, première action, tu le vois, 26 secondes de jeu. Donc de suite, ils ont voulu aller les presser haut. Il y a eu un très bon ballon par-dessus la défense pour sauter la première ligne de pressing. Et finalement, avec un échange très intelligent, Davidashvili qui s'appuie et part de suite en profondeur pour prendre l'espace. Il va assez vite. Il a une très, très bonne conduite de balle. Donc, ça lui permet d'attaquer cet espace-là et d'aller rentrer dans la surface parisienne pour vraiment finir son action par une très bonne frappe. Et il faut un bel arrêt. Parce que là, encore une fois, au bout de 40 secondes de jeu, Saint-Etienne pouvait mener à 0 suite à une sortie de balle qui part de leur libéraux, du défenseur le plus bas sur le terrain, contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Vraie idée de jeu.
vraie idée et ils sont capables par action vraiment de faire du très beau jeu. Là, on va le voir aussi dans l'envie, dans la récupération, il y a clairement eu une évolution. Hein. On avait vu, nous, une équipe très tendre contre nous dans ce domaine. Là, regarde, ça gagne un ballon dans les pieds, ça se projette rapidement, supériorité numérique, un 4 contre 3 à gérer qui va être très, très mal géré. Là, le ballon est donné trop tôt, c'est pas assez fixé. Ça va pas être un bon ballon qui va être donné et ça va donner l'opportunité aux Parisiens de se refermer. Mais encore une fois, en plus de l'action qu'on vous a montré au début du match, ça fait quand même 3 très grosses situations pour une équipe comme Saint-Etienne au Parc. En les construisant, je trouve que c'est impressionnant. Maintenant, de la même manière que je t'ai parlé de leur carence offensive et de leur manque de qualité, c'est un peu la même chose derrière aussi. Donc, ces relances restent quand même très, très risquées. Là, on a voulu jouer court malgré le pressing haut des Parisiens. Il y a une interception, Hakimi passe devant et en 2 passes, regarde comme le but est ouvert pour Ramos sur cette action. Il va par un miracle incroyable ou parce que c'est un attaquant qui ne vaut pas 70 millions d'euros tiré sur le gardien. Mais voilà, il y a quand même énormément de limites quand même dans Saint-Etienne. Moi, ça me plaît vraiment ce qu'ils font. Je trouve ça admirable d'essayer de jouer de la manière qu'ils le font. Et des fois, ils sont récompensés, hein, comme dans le match contre Reims. Contre Lille, ils auraient clairement mérité un meilleur sort. Qui a bien rappelé cette action qui est le tournant du match à 1-0. Hein. S'il marque le 2-0 là, c'est comme le Havre, il gagne à Lille. Donc, une équipe qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer parce qu'ils sont capables de très belles actions dans le jeu et qui vont sûrement nous presser haut si on n'est pas concentré, si on n'est pas juste techniquement, on va avoir des risques de perte de balle. Par contre, si on fait un match costaud, concentré, avec beaucoup d'agressivité à la récup, comme on a pu le faire contre Lyon, on va vraiment les mettre en énorme difficulté. On a senti De Zerbi en conférence de presse, il sait que c'est un match, tous les matchs sont importants, hein, mais il sait que l'enchaînement des matchs, l'enchaînement des victoires te donne une dynamique qui fait mal à l'adversaire et qui fait mal à tes concurrents, parce que là tu gagnes, tu joues samedi, je pense que Monaco ils doivent jouer dimanche, donc tu mets 9 points à quasiment tout le monde, c'est un match ultra important. Et Naïm, on l'a appelé cette vidéo l'heure des choix pour Roberto De Zerbi, parce que pour une fois, l'OM gagne, mais il y a un vrai choix, Naïm. Et je vous le partage. Ici, on a regardé avec Naïm, on s'était dit, la compo probable, est-ce que Bennacer, Naïm, a totalement envoyé Rongier sur le banc? Je parle au démarrage du match. Après, probablement, ils vont tourner au bout de la 55e. Mais est-ce que Bennacer, maintenant, on n'enlève plus? Ça y est. Écoute, si tu veux mon avis, je pense que il a perturbé les plans du coach, Bennacer. Ah, c'est sûr, c'est certain. Parce que dans son esprit, c'était simple. Rongier restait titulaire le temps que Bennacer se remette en forme. Il rentrait progressivement dans le groupe et au bout d'un moment, que le meilleur joue. Sauf que Rongier était malade. Donc, il a été obligé de mettre Bennacer. Je suis quasiment sûr qu'il n'avait pas prévu de le faire jouer titulaire. Il a été obligé et Bennacer a été très, très bon, vraiment très, très bon dans le jeu. Facile. Et il a montré surtout une facette ultra importante, c'est ces 2 passes dont on a parlé dans la vidéo d'après-match qui peuvent tout changer vraiment face à des équipes regroupées, même si ce ne sera pas forcément le cas là. Il y a ça, il a montré 2 choses. La première, on aurait pu dire, bon, il est bon qu'avec le ballon, à la récupération, c'est plus compliqué. Sauf qu'à la récupération, il a nettoyé le milieu de terrain, ce que fait parfaitement Rongier, il l'a fait lui aussi. Exactement. Donc, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que va faire De Zerbi sur ce poste-là, parce qu'il y a 2 modes de pensée qui vont s'opposer. C'est un de dire, je reste sur ce que j'avais prévu, c'est juste que Rongier n'était pas là. Mais sinon, mon plan de jeu, c'est d'intégrer progressivement Bennacer, qui revient quand même d'une longue période sans jouer, et Rongier qui était très performant, donc aucune raison de précipiter le retour de Bennacer. Dur, hein, dur d'être coach. Hein. Exactement, et parce que l'autre vision des choses, c'est Bennacer est beaucoup trop fort. Il a montré qu'il était performant dès maintenant. Je ne peux plus l'enlever. Ah, mais moi, tu me mets à sa place, Naïm. Moi, je dis, Val, t'es un monstre. C'est super. Tiens-toi prêt. Mais là c'est classe internationale. Là, c'est un niveau au-dessus, mon pote. Même si tu es un super bon joueur. Et je t'apprends aussi à la porte de Hubert en disant, oh, Pierre-Emile, là, j'ai besoin d'un peu plus en ce moment. Même si tu restes un bon joueur. Moi, j'ai envie de revoir un peu le Hubert de début de saison. Tu vois, un peu le dangereux qui pouvait marquer des buts. Attention, c'est toujours un excellent joueur. Il a un rôle un peu différent maintenant. Il reste toujours aussi excellent sans ballon. Et je trouve qu'il a été un petit peu moins bon avec ballon par action. Mais bon, ça reste très, très, très costaud. Après, il y a aussi le fait que de toute façon,
Ben, là, Bennacer, il a fait tirer jusqu'à la 60e parce qu'il n'avait pas trop de choix non plus. Il y avait 0-0 en plus. Mais sûrement que ça ne serait pas surprenant que dès la 50e minute, Rongier remplace Bennacer, par exemple. Et il y a Naïm, le couloir gauche de la mort. Alors, on a mis Ramos parce qu'on se pose la question, Naïm, et légitimement, elle a même été posée en conférence de presse. C'est que le match prochain à Auxerre, on a une revanche à prendre face à Auxerre. Balerdi sera suspendu. Il faut donner des minutes à Ramos. Ou alors, contre Auxerre, tu peux te dire que Ramos ne joue pas et c'est Kondogbia avec Cornelius. Oui, clairement. C'est peut-être ça qui est dans la tête du coach. Naïm, ça fait un mois là, Ramos. Moi, je veux te voir. Hein, parce que surtout qu'il a été élogieux avec lui en conférence de presse en disant c'est un transfert que vous sous-estimez. Montre-nous. On veut voir. Roberto. Peut-être qu'il attend le bon moment pour le mettre. Peut-être qu'il se dit aussi que pour l'instant, il n'a pas de raison de changer parce que, honnêtement, moi, je trouve que Balerdi et Murillo sont très performants. Ils sont très critiqués par les deux. Moi, je trouve pas. Je trouve que vraiment, les deux sont très, très bons globalement. De l'autre côté, effectivement, au niveau de Cornelius, il y a plus de choses à dire, mais il fait quand même beaucoup de bonnes choses, Cornelius. Et ça, il faut le noter. Balle au pied, c'est compliqué. Balle au pied, c'est plus compliqué parce qu'il n'est pas aidé non plus. Et c'est là la troisième chose. À gauche, on va quand même mettre à l'image. J'ai mis Merlin parce que je me dis que peut-être que Dedic, il ne va pas le faire démarrer titulaire. Mais Dedic, pour moi, en quelques minutes, a montré ce qui manque à Merlin. C'est-à-dire la vitesse, le changement de rythme, la qualité technique, le dribble. Bref, ce que n'a pas Merlin. Merlin est un très bon joueur de football. C'est une très bonne qualité de passe, mais manque de vitesse, manque d'explosivité. Et sur ce poste-là, c'est assez compliqué. Ouais, clairement, tu sais, hein, nous, depuis qu'on a eu la chance de faire l'analyse de Dedic avant sa signature, on a été conquis par ce qu'on a vu et on a vu que ça pouvait correspondre et corriger les manques qu'on avait. Donc, clairement, on a envie de le voir. C'est judicieux de mettre Merlin parce que la conférence de presse pourrait laisser comprendre que c'est encore un peu tôt pour lancer Dedic comme titulaire. Donc, oui, il y a de fortes chances que Merlin commence. J'espère qu'il rentrera tôt, en fait, s'il doit rentrer. Ça serait dans une logique. Hein. Il a dû faire un quart d'heure, je pense. Voilà, de le voir au moins une demi-heure sur ce match-là. Ça serait très intéressant. Il a tout pour enflammer le Vélodrome, en fait, ce joueur. Il a tout ce qu'on aime. Il a le dribble, le 1 contre 1, la vitesse, le changement de rythme. On va voir s'il y a le dernier geste. Prise d'initiative. Prise d'initiative, il n'a pas peur de prendre l'espace. Il y va. Et nous, on a besoin de voir un joueur qui va. Son premier ballon contre Angers, il percute. Il le récupère, il percute, il obtient un corner. Donc, clairement, les décisions qui seront prises dans ce couloir gauche seront importantes pour ce match. Je ne serais pas surpris qu'il laisse quasiment la même équipe que celle qui a débuté à Angers. Voire même Cornelius. Hein. C'est pas impossible que Cornelius. On sait qu'il aime énormément Kondogbia, mais il a rappelé qu'il avait passé 2 mois sans jouer. Donc, ça va être très intéressant, mais à terme, je reste persuadé que les 3 joueurs qu'on a cités vont devenir titulaires à l'OM. En tout cas, ils ont les qualités pour. Naïm, il a le choix du roi, surtout. Parce que là, on n'a pas parlé de Gouiri Mopé. Mais pareil, je veux dire, il a le choix du roi. En fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'affaiblit pas son équipe aussi bien dans le 11 de départ que dans les changements. C'est que là, potentiellement, il y a des joueurs qui ne sont même pas rentrés. Et je ne parle même pas du super sub en ce moment, qui, quand il rentre, il apporte beaucoup de choses. C'est Bilal Nadir. Sans parler de Bilal Nadir, qui est finalement la surprise de Zerbi. Ouais, il a été très très bon contre Angers. Tu as Jonathan Rowe qui n'est pas rentré du tout contre Angers. Tu as Amin Harit qui n'était même pas dans le groupe. Ce qui est logique, hein, il l'a rappelé en conférence de presse. Ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué. Mais ça te montre qu'il y a quand même beaucoup de profondeur de banc et des choix. Il y a des choix qui vont être vraiment très très difficiles à faire pour lui. Hein, vraiment, moi, je reste persuadé que je peux me tromper. Hein, comme tu sais, je t'ai dit depuis le début de l'année que Koné, pour moi, c'était un potentiel énorme et j'étais persuadé qu'il allait nous apporter beaucoup. Et finalement, il a quasiment pas joué. Mais Dedic, je lui vois beaucoup, beaucoup de bonnes choses et j'espère le voir s'imposer rapidement. Je pense qu'il va s'imposer rapidement à la place de Merlin. Par contre, ce côté gauche de la défense, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Il y a 3 joueurs pour un poste, même si je pense que quand les 2 autres seront à 100%, Cornelius ce sera beaucoup plus difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Bon, en tout cas, pour conclure, Naïm, on a hâte d'être à 16h15 pour avoir la compo. On sera au Vélodrome.
Petit prono? Ouais, ouais, je le sens bien. Honnêtement, je le sens bien. Je le sens Depuis quand tu bien. le sens pas bien, toi? Non, mais je le sens bien parce que je pense et j'espère en fait que Saint-Étienne va jouer comme il joue dernièrement, mais comme je nous trouve fort en ce moment et qu'en plus sans espace. Donc je me dis qu'en plus avec des espaces, on peut faire très mal. En fait, il n'y a qu'une équipe quasiment qui a vraiment ouvert le jeu contre nous. Donc on ne parle pas de Paris qui nous a surclassé. Le match de Monaco n'est clairement pas fait un bloc bas, mais c'est un match qui s'est fait finalement neutraliser un peu dans les duels au milieu du terrain. Donc, il n'y a qu'une équipe qui a vraiment ouvert le jeu cette année, c'est Brest. Et le score a été de 5-1. Et ben, honnêtement, je vois bien un 4-1 pour l'OM ce week-end. Ah ben, écoutez, moi je pense à un beau 3-0 pour l'Olympique de Marseille. On est confiant, Naïm. Encore merci à tous qui nous suivent. On essaye de réduire un peu les formats aussi avec Naïm parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui plaît aussi. On continuera à vous faire des hors-formats aussi, à vous proposer du contenu régulièrement. On fera aussi des lives, probablement pendant les périodes de trêve. Donc, en tout cas, merci. Merci à tous. Merci à toi, mon ami El Gring. On se retrouve demain à 17h au Vélodrome et probablement dimanche pour l'après-match, on l'espère, avec des sourires. J'ai envie de dire, ici Boulogne, à vous Paris. Allez, bonne journée à tous. Il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.